Bonjour à tous, je suis Hugo Sanudo, je développe des projets liés au foot à travers le monde et je suis ravi de vous accueillir pour un nouvel épisode de En dehors de ma surface. En dehors de ma surface, c'est le premier podcast où l'on discute foot, voyages, rencontres et expériences de vie avec des acteurs du football. Aujourd'hui, notre invité est Wilfried Grimaud, joueur franco-béninois de 29 ans qui s'est battu toute sa vie pour réaliser son rêve, devenir professionnel. Il est parti très jeune du 20e arrondissement de Paris et depuis, il n'a pas arrêté de voyager. Pour un mec qui a grandi dans le 20e, c'est aussi une belle expérience pour pouvoir grandir et, comme je dis toujours, pour devenir un homme. J'ai été enfant dans mon quartier, je suis devenu un homme à l'étranger. Il nous raconte son parcours loin d'être classique et surtout son vécu dans ce foot semi-pro anglais. Oui, ce foot qu'on connaît sans connaître. Via des anecdotes incroyables, on fait une immersion dans la vie de ces clubs historiques, souvent centenaires, qui sont l'essence même du football. T'as 2-3 000 personnes, t'as des chants. Quand tu vois ça, tu te dis, ouais, mais attends, normalement, ça, c'est que à haut niveau. Mais non, là-bas, même dans les niveaux inférieurs, t'as ce genre d'atmosphère-là, où tu sens déjà le football, tu vis le football. Ça va chanter, ça va rigoler, il y aura tout plein de choses qui te mettent dans un mood où tu dis, ouais, le football, c'est top. Il nous emmène ensuite en Bulgarie, où il signe son premier contrat pro. Et nous apprend plein de choses sur ce pays qui l'a agréablement surpris. Toutes les planètes, elles étaient alignées. Et vraiment, je me suis dit, attends, il y a trop de choses. Là, je commence à trop aimer le pays. Pourtant, j'avais une appréhension folle. Bref, une histoire de voyage comme on les aime. Bonne écoute. Bonjour Wilfried, comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ouais, ça va. On est en train de parler déjà depuis une bonne petite demi-heure. Et on va continuer sur cette lignée. Parce que voilà, tu as plein de choses à dire. On va le dire, toi, assez jeune, tu es parti en Angleterre. Mais comment ça s'est passé cette période et cette décision de partir ? La décision de partir en Angleterre, ça s'est fait très très rapidement. Parce que toi, tu étais bon au foot, mais tu n'étais pas dans un centre de formation ? Non, j'ai jamais été dans un centre de formation. J'étais dans un centre de pré-formation à Breccia. De Breccia, alors je fais une saison avec Didier Briand, qui était l'entraîneur. Très bon coach. Bon, il hurlait pas mal, mais s'il m'entend, je lui passe une petite dédicace. Mais non, franchement, très, très, très bon coach. Et ce qui se passe, c'est que bon, je fais une année à Breccia et je reçois un coup de fil d'un ami à moi qui me dit que bon, il a une connaissance à lui qui recherche des joueurs pour l'Angleterre. Bon, je me suis dit, bon, ça peut être intéressant et je me positionne là-dessus. Ça se fait très rapidement. Cette connaissance en Angleterre s'appelait Ali Bouchamama, qui est un très bon ami à moi maintenant et qui fait venir aussi pas mal de joueurs maintenant. Et il me propose de venir en Angleterre comme ça à l'essai sur quelques jours au début. Je m'en souviens, il y en avait un à Queen's Park Rangers, avec des clubs de Première Ligue, toutes ces choses-là. C'était intéressant. Je me suis dit, bon, pourquoi pas. Là, ça se passe comment ? C'est lui qui t'invite ? Il m'invite, il te dit, viens et moi, je m'occupe de tes essais. Voilà, c'est ça. Il m'invite et tout. Il avait pris une maison sur Brighton, où il faisait loger des joueurs qui cherchaient vraiment des belles opportunités. Il voulait des talents. Donc, il a bien aimé mon profil. J'y suis allé et ça s'est très bien déroulé. Au début, c'est vrai que j'avais un peu de crainte. J'avais vraiment un peu de crainte où, comme je dis toujours, on m'a poussé un peu dans le grand bain. On va revenir toujours au 20e où c'est un ami à moi qui s'appelle Abdel, qui est, je considère comme un aîné à moi. Et il arrive à me convaincre, en me disant, écoute, vas-y, fais de moi, tu sais pas. Essaye de faire de moi et peut-être que tu vas aimer l'Angleterre, la ville et tout. Et moi, j'avais un peu de crainte. Je me suis dit, j'ai mes attaches ici, j'ai mes potes. J'ai mes sorties. Qu'est-ce que je vais aller faire en Angleterre ? Jouer au football. Les mecs, tu sais, ça. Non, ils sont trop rigoureux pour moi. Et j'avais aucune rigueur à cette époque-là. Aucune rigueur. Mais vraiment, non, mais c'est vrai, je savais pas ce que c'était être rigoureux dans le football. Et voilà, cette décision, elle a été prise. Où je pars quelques jours. Je pars sur 4 jours au début. Ça se passe bien. Et il y a un club qui me rappelle pour revenir encore sur le deuxième tour d'un essai. Et c'est là où je suis parti, je suis plus revenu. Ouais, je suis parti et je suis plus revenu. Donc toi, tu étais signé dans un club qui était en semi-professionnel, où j'étais parti à l'essai. Ce club s'appelait Crawley. Crawley, très beau club. Au début, j'avais commencé avec le U23. Et tout de suite, l'entraîneur de la première
voit que bon, il a un talent chez les jeunes et il décide de me convoquer lors d'un match avec la première. Mais moi, j'avais la pression. C'était la première fois. L'Angleterre, le monde semi-professionnel, toutes ces choses-là, tu dis, mais comment tu vas faire? Et en plus, il met titulaire direct. Tu sais, sur un match, on joue contre Hastings United, un très beau club aussi anglais, historique. Et bon, ce match-là, on le perd 5-2, mais je marque mon premier but en Angleterre. Et franchement, c'est fou. Le monde qu'il y avait, les chants, et carrément, comme je dis toujours, à la fin de ce match, tu as les supporters qui m'ont créé un chant. Ils me créent un chant, ils chantent à ma gloire, entre guillemets, tu vois. Et c'est vraiment fou. Tu as des vieux comme des jeunes qui viennent avec le maillot du club et tout. Franchement, ici en CFA2, tu verras jamais ça. Peut-être quelques-uns, mais ils ont tous le maillot du club. Mais vraiment tous, il n'y en a pas un. Il y a les drapeaux, même les enfants, les bébés, ils ont les maillots du club et tout. Ils aiment le football. Ils aiment leur foot de leur village, de leur ville, de leur... Voilà, en fait, en Angleterre, il y a l'équipe de la ville et il y a les équipes locaux qui sont comme, voilà, où j'étais à Crawley. Mais la grande ville, c'était Brighton. Donc, tu avais les supporters de Brighton, mais ils ont leur petit club d'attache qui est, voilà, les clubs qui sont dans les alentours. Donc, souvent, ces supporters-là, ils vont voir deux matchs. Ils vont voir le match de Brighton et ils vont voir leur match de leur quartier, de leur village, de leur petite ville. C'est exactement ça. Mais ils sont plus fans de leur village que des gros clubs comme Brighton, là où j'étais. Où, je t'ai dit, c'est la folie au stade. C'est vraiment la folie au stade. Franchement, et puis même, tu sais, les joueurs anglais, ils y mettent vraiment du cœur quand ils jouent parce qu'ils se disent, il y a leur famille, il y a leurs amis. Et c'est limite, des fois, quand ils vont marquer un but, ils vont aller prendre un petit verre aux supporters et un verre de bière. Ouais. Ils vont leur prendre un petit verre de bière et ils vont le boire histoire de célébrer avec eux, tu vois, tellement c'est fou. Alors, hein, tu prends un rouge pour ça, mais c'est vraiment pour montrer que c'est vraiment des clubs famille, déjà avant tout, et des clubs qui aiment le football, des supporters qui aiment le football, des fanatiques. Et les entrées, par exemple, elles sont payantes, non? Ouais, l'entrée, elle est payante. Ouais. Bon, c'est pas très cher. Pas très cher, mais je veux dire, c'est pour montrer le professionnalisme. 12 pounds, 10 pounds. Mais ils payent. Ça leur pose aucun problème parce que c'est du spectacle. Parce que même en semi-professionnel là-bas, le football, c'est un très beau football. Comme on dit, c'est le football champagne, où il y a toujours le bon contrôle et la bonne passe, et ça va vite vers l'avant. Il y a des actions de partout, du box-to-box, ça se bagarre, ça s'insulte. Mais en fait, ça s'insulte dans le bon terme. C'est pas méchant. Moi, le premier mot anglais que j'ai appris, c'est fuck off. Tu vois, je comprenais pas. À chaque fois, il disait mais fuck off. Mais moi, à un moment, je me disais mais attends, ça veut dire quoi fuck off, tu vois? Mais il disait tout le temps ça et tout. Et ouais, non, franchement, c'est un spectacle. C'est un spectacle à voir. Et franchement, moi, pour toute personne qui va en Angleterre, il faut qu'il aille voir un match en semi-pro. Et les petits stades anglais là qu'on imagine. Les petits stades anglais où il pleut. C'est ça, il pleut et tu as les supporters qui sont super proches. Tu peux les checker, ils peuvent te parler. Ça à faire. Et t'as quoi? T'as 2-3 000 personnes des fois, c'est ça? T'as 2-3 000 personnes, t'as des chants, franchement, t'as énormément de choses pour prendre plaisir. Et vraiment, tu te dis, quand tu vois ça, tu te dis, ouais, mais attends, normalement, ça, c'est qu'à haut niveau. Ouais, mais non, c'est ça. Là-bas, même dans les petits niveaux, enfin les niveaux inférieurs, tu as ce genre d'atmosphère-là. Vraiment, c'est une expérience incroyable. Oui, non, tu as tout plein de choses qui te mettent dans un mood où tu dis, ouais, le football, c'est top. Et là, à ce moment-là, toi, tu étais dans ce monde semi-pro, donc... mais ce qui te manquait, c'était justement vivre pleinement du football, non? Oui, bien sûr. Et est-ce que c'était là, à ce moment-là, c'était un objectif, dire c'est une étape et quand même mon objectif, c'est rentrer dans ce monde professionnel anglais ou ailleurs, ou au contraire, tu t'es dit non, mais là, je suis en train de kiffer mon expérience, je vais voir où ça mène, mais j'aime l'instant présent. Oui, après, franchement, déjà, à ce niveau-là, tu as l'impression que tu es déjà professionnel. Ouais. Je te promets. Ouais, t'es en semi-pro, hein. C'est un niveau semi-pro, mais tu as l'impression que tu es professionnel avec la rigueur, les entraînements, encore une fois, les supporters, les entraîneurs, le staff. Là-bas, la différence, c'est juste un bon salaire.
Voilà, bon salaire. Après, en semi-pro, attention, dans Ouais, ce niveau-là, t'as des bons. Bon, quand je dis bon salaire, ça va, tu prends pas mal, c'est intéressant. Après, c'est pas des salaires fous comme en Première Ligue ou en Ligue 2 ou en Oui, Championship. oui, c'est des salaires normaux. Mais c'est des bons petits salaires, de Ok. quoi vivre. T'as de quoi Ah ouais. vivre. Ouais, t'as de quoi vivre. Toi, tu travaillais à côté? Non, Ou je travaillais pas. Toi, tu devais... Non, Mais il y non, en a non. qui travaillaient. T'avais des joueurs qui travaillaient, ouais. T'avais des joueurs qui travaillaient. Donc, tu étais un joueur professionnel. Bah après, quand je dis joueur professionnel, bon, t'as un full-time où tu t'entraînes tous les jours, tu vois. Bon, moi, à côté de ça, les entraînements, c'était pas tous les jours. Je m'entraînais, j'allais à la salle ou... Tu avais ton rythme Voilà, exactement. sportif de haut niveau, quoi. C'est ça, j'essayais de m'occuper comme je pouvais pour être prêt pour les matchs. Parce que voilà, on en revient à ce que tu viens de dire, où mon objectif, c'était d'aller en haut, dans les ligues où c'est pro. Quand je dis pro, c'est dire, on te voit à la télé, tu es en première ligue, quoi. Pour moi, c'était objectif première ligue. Et oui, après, tu te mets une rigueur. Tu te dis, écoute, là, t'es pas chez toi, tu peux pas trop t'amuser. Donc, pour aller en première ligue, tu vois comment c'est difficile. Et c'est très dur dans les championnats inférieurs. Le football, il est vraiment très, très dur, très rigoureux. Les Anglais, ils sont vraiment ils sont durs sur l'homme. Ouais. Les défenseurs, Ouais, pour oh là là l'attaquant. là là, c'est des défenseurs, ils sont peut-être lents, mais ils anticipent un peu comme Maguire. Ouais, C'est que des Maguire c'est- derrière. Non, mais des fois, tu te poses la question, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils mangent? Et toi, t'es français, t'es tout maigrichon, t'es tout petit, t'essayes de faire le joueur technique. Ça passe pas. Non, mais sérieusement, dans les championnats de ce type-là, ça passe pas. Ça veut dire, ils taclent, ils font des tacles, des accrochages, ils te rentrent dedans. Ah ouais, non, mais ça forge en fait. Ça forge pour aller vraiment en haut. Et vraiment, voilà, c'est à ce moment-là où, quand j'ai vraiment commencé à me forger ce mental de joueur discipliné, je me suis dit, ouais, je peux aller au-dessus. Je peux aller au-dessus. Je peux aller au-dessus parce que dans les matchs, j'étais devenu un peu comme un joueur anglais où j'allais vite vers l'avant, je jouais dur, je taclais. Avant, je taclais jamais. Je taclais. Il pleuvait. Ah, je faisais des glissades sur le terrain. C'était marrant un peu. Mais il fallait devenir ce joueur athlétique et à côté de ça aussi avoir cette ambition-là d'aller au-dessus. Ouais, ce truc-là, dans des supporters, quand l'attaquant fait un tacle défensif, ils adorent. Ils adorent. Ils adorent. Tu sais, c'est rempli de boue en plus. Franchement, c'est rempli de boue. Plus t'es sale, plus... Ah, voilà. En fait, c'est ça. Plus t'es sale, plus ils sont contents et plus tu peux être homme du match. Voilà. Et c'est exactement ça dans ces divisions-là. Plus tu te donnes, plus tu te jettes dans la boue, tu tacles, tu t'insultes, tu cries. Tu vois, toutes ces choses-là, ils adorent, ils aiment trop. Et justement, et les Anglais, ils t'ont bien accueilli, tu t'es tout de suite bien Oui, senti. franchement, les Anglais, ils sont très accueillants. Ouais, ils sont très accueillants. Les supporters comme les managers, franchement, ils ont été top. Ok. Et lors tu t'es de- fait des amis aussi? Oui, bien sûr, je me suis fait des amis, des Anglais, comme des Français aussi. Parce que tu as pas mal de joueurs français qui jouent dans les championnats de ce type. Franchement, c'est intéressant. Après, en Angleterre, ils ont un système où tu as le manager, tu as un entraîneur et tu as un entraîneur assistant. Mais en fait, le manager, il est jamais là à l'entraînement, mais il est là en match, il fait l'équipe. Un peu comme Arsène Wenger. Arsène Wenger, c'est le manager d'Arsenal. C'était lui qui faisait l'équipe, mais il faisait pas l'entraînement. Donc Il là-bas, regarde sur c'est le comme terrain. ça. C'est le même truc. T'as un mec qui fait... T'as l'entraîneur, t'as le manager qui est là, des fois, de temps en temps, il est là, il regarde un peu. Mais le discours du samedi, c'est le manager qui va le faire, mais il n'a pas vu l'entraînement de la semaine. Il a juste eu le compte-rendu de l'entraîneur et c'est lui qui fait la feuille de match, c'est lui qui décide de qui joue pas. Et moi, c'est la première fois que je voyais ça, en fait. Je comprenais pas. Je me dis, mais attends, c'est Ouais, bizarre. D'où tu sors. Ouais, tu sors, mais c'est qui l'entraîneur, c'est qui le manager, tu vois? Et en France, il n'y a pas ce système-là où, maintenant, ils essaient un petit peu de le reproduire, mais c'est pas comme les Anglais, c'est différent. Où le manager, il fait vraiment la compo. L'entraîneur, il fait vraiment l'entraînement, tu vois? Et c'est complètement différent. Tu disais, il y a beaucoup de Français, surtout à l'époque, maintenant, justement, avec Brexit. Toi, tu dois avoir des connaissances qui sont là-bas. Tu sais comment ça se passe concrètement pour s'il y a des jeunes justement qui nous écoutent? C'est plus difficile maintenant dans ce monde-là, parce que dans le monde
professionnel, peut-être il y aura toujours des échanges, ils vont trouver des... Mais pour ce monde semi-pro, c'est plus difficile, non, de trouver des opportunités où tu sais pas, Maintenant, tu sais pas vraiment. concrètement, pour pas dire n'importe quoi, je sais pas trop. Bon, j'ai pu avoir quelques petites informations que c'est un peu compliqué maintenant. C'est un peu compliqué parce que déjà, ne serait-ce que pour avoir déjà ces papiers et les clubs maintenant pour qu'ils te signent, c'est pratiquement sous contrat. C'est soit ils te connaissent et s'ils te connaissent pas, bah, ils ne peuvent pas te faire un contrat s'ils te Bah connaissent ouais. pas comme Et toi, ça. tu peux pas avoir de visa, tu peux pas avoir Donc de... voilà, tu peux pas forcément avoir de visa, ça complique certaines choses. Ça ferme des portes. C'est ce qui est dommage aujourd'hui. Franchement, je trouve que voilà, un championnat anglais de ce type-là, voilà, Sans il étrangers, faut des ouais. étrangers. Vraiment, il faut des étrangers pour vivre ces expériences-là. Et puis même pour les Anglais, ils ont besoin de nous pour... oui, c'est vrai, parce qu'on n'est pas forcément des locaux, mais ils ont besoin de nous pour faire vivre aussi leur championnat. Pour les supporters, Ouais, ça de crée un savoir truc, ouais. qu'ils ont un joueur étranger, bah, ils le mettent à l'aise par des chants, par des trucs comme ça, et ça fait vivre le stade, ça fait vivre un club, ça fait vivre tout plein de choses. C'est dommage que ce truc de Brexit fait que bon, c'est un peu plus compliqué maintenant d'y rentrer dans les championnats locaux comme ça. Et donc, toi, tu es resté quand même pas mal d'années dans plusieurs clubs. Tu es resté 4 ans en Angleterre? Ou J'ai fait 3 ans en Angleterre, 3 ans en Angleterre, Ouais. dans 3 différents clubs. 3 différents clubs, 3 Et- beaux différents clubs. Ouais. Et ça, c'est un classique aussi de changer Oui, chaque bah, année ou c'était, En fait, en Angleterre, il faut savoir que c'est pas comme en France. C'est un système où si tu veux, toutes les semaines, tu changes de club. Tu as un contrat, mais Ouais. tu peux le briser et signer pour un autre club le jour d'après et tu joues Ah, ok. direct. Le dimanche. Et tu joues le dimanche d'après, Ouais. tu vois. Et bon, moi, ce qui s'est passé, c'est que bon, j'ai fait 3 clubs. 3 clubs où voilà, c'était différentes expériences, même si c'était des clubs de même niveau. On va parler du club de P7 où j'ai vraiment laissé une belle trace là-bas. Ça, c'était à Brighton. C'était à Brighton aussi, pareil. Et P7, franchement, ça reste vraiment mon club de cœur. Où, c'est vrai que ça a commencé à crawler, mais P7, c'est un goût particulier pour moi. Parce que j'avais vraiment cette affinité-là avec les supporters où, on va dire entre guillemets, j'étais la légende du club. Le joueur étranger, le petit chouchou. Lors des derbies, j'arrivais à leur faire gagner des matchs. Et quand tu gagnes un derby, lors d'un Boxing Day en plus, Ah ouais. mais c'est fou. Parce que le Boxing Day, il est dans toutes les catégories en fait. Voilà. On le voit. Ok. Et dans toutes les catégories, tu joues le Boxing Day, les dimanches, ouais, c'est pratiquement les dimanches. Moi, c'était les dimanches, ou le Boxing Day, mais ça te ramène, allez, 2000 personnes en plus au stade. Mais c'est full. Boxing Day, c'est les matchs, pour ceux qui ne savent pas, donc, c'est les matchs entre Noël et Nouvel An, en fait, qui Voilà. se jouent juste le 25 et le 1er janvier. C'est exactement ça. Et l'Angleterre s'arrête quand il y a le Boxing Day, sérieusement. Même dans les divisions inférieures, ça s'arrête et tu prends autant plaisir. Et pourquoi je parle de P7 ? Parce que voilà, comme j'ai expliqué, lors d'un derby, je leur ai fait gagner un match contre un club qui s'appelle Lewis, où j'irai jouer quelques années plus tard. On gagne 2-0, on marque un but sur penalty et lors de la peut-être 65e minute, je marque un but. Et ce que je fais le tour du stade en tapant la main de tout le monde. Et là, c'est resté historique. Ah ouais. Ouais, ils ont gardé ça. Ils ont fait une photo de ça, ils l'ont mis dans un article et tout. Et ils ont mis en titre, en gros, le joueur français qui fait gagner P7. Et franchement, c'est resté un peu dans les annales où à chaque fois quand je marchais dans la rue, tout le monde venait me saluer, les petits. Tout le monde me connaissait grâce à ça, en fait. Ça se jette. Et toi, tu l'as fait juste après le but. Ouais, juste En réflexe, comme ça. Voilà, tu t'es dit- comme ça, instinctivement. En fait, j'étais tellement content Ouais, ouais. et de me dire, ouais, mais tu sais, c'est venu comme ça, en fait. Tu sais, j'ai pas réfléchi, je l'ai fait comme ça. Et ils sont rentrés dans le jeu, en plus, tu vois. Ils sont vraiment rentrés dans le jeu. Et Et ils t'ont laissé finir ce petit tour. ils m'ont laissé finir mon petit tour. L'arbitre, il me regardait et ils en ont parlé un peu après sur Twitter. Ils me chambraient un peu. Ils ont dit, mais qui a vu le tour de Wilfried sur tout le stade et tout ? Mais c'est resté vraiment dans les annales historiques.
dans le club où même le coach, le manager, il me chambrait, il me dit, bon alors, à l'entraînement aussi, tu vas faire la même chose. Le samedi prochain, tu vas nous faire la même chose, tu vois. Et non, c'était fou. Franchement, c'était fou. C'était une belle expérience aussi, P7. Et c'est vraiment là où j'ai pris plaisir à jouer parce que également les week-ends, il y avait, je commençais vraiment à performer. Où il y a les week-ends, tu as des mecs t'as des entraîneurs, des recruteurs, des scouts, comme on dit en Angleterre, des scouts de clubs Birmingham, Liverpool, toutes ces choses-là. Venez voir les matchs pour, pour faire signer des joueurs. Et c'est là où tu te dis, ah ouais, putain, c'est fou quand même. Tu es là dans ta petite division inférieure à jouer au football. Il y a un scout de Chelsea qui est assis, qui regarde un match. Parce que ça arrive des belles histoires. Ah oui, des joueurs, de prendre des jeunes. tu sais, en fait, des joueurs dans les divisions inférieures qui ont signé en première ligue, il y en a pas mal, qui ont sauté 5 divisions d'un coup, qui se retrouvent en première ligue. Et des histoires comme ça là-bas, il y en a à répétition. En vrai, donc dans ce semi-pro, entre la 5e et la 7e division, il n'y a pas vraiment de différence. Non, pas vraiment. Ouais, tu peux monter tout de suite. Oui, bien ouais, sûr. En c'est fait, marrant, il y a pas mal de. Il y a cette passerelle-là qui facilite aussi de se dire. Tu as pas mal de joueurs de D5, par exemple, qui vont être prêtés en. Parce que tu as des prêts Ah ouais. aussi. Tu peux faire des prêts. Et ça, c'est. qui sont prêtés en Oui, D7. en D7. Et tu as des joueurs de D7 aussi qui peuvent être prêtés en D8, en D9, et, tout comme en D4 ou en D5. Et ce système-là, en France, ça n'existe pas. Où un joueur de CFA va être prêté en CFA2, où ils vont prendre le salaire en compte. Non, ça n'existe pas. Il n'y a qu'en Angleterre que ça existe, ce genre de choses-là, même dans les divisions inférieures. Se dire que tu joues en D7 et que tu peux te retrouver en D2 aussi rapidement, ah oui, là, tu y crois. Tu commences à y croire, tu commences à vivre ton rêve de dire, ah oui, mais là, je voyage, je peux réussir en fait. C'est là où vraiment tu dis, tu peux réussir. Et quand tu prends conscience de ça, voilà, tous les matchs, tu te donnes à fond, mais à fond. Et après, voilà, ça réussit ou ça réussit pas, mais au moins, tu as joué ta petite carte. Ouais. Donc là, pendant toutes ces années, toi, t'aimais bien ta vie là-bas, ton football, t'as une très bonne expérience. Et toujours avec cet espoir d'être vu par un scout ou pour essayer d'aller dans cette première, deuxième division, en tout cas dans ce monde professionnel, comme ils appellent ça. Et ça s'est pas fait. Ça, c'est pas fait, ouais. Ça, c'est pas fait. Pourquoi ? Parce que, alors, il y a certaines raisons. Parce qu'à un moment donné, j'avais été convoqué par un club de League One, Bolton. Ah là, ils voulaient me voir à l'essai. Mais moi, à ce moment-là, j'avais contracté une pubalgie. Et je me blesse pendant 2 ans. Une blessure que j'arrive difficilement à guérir. Une pubalgie, c'est très dur à guérir. Ouais, franchement, c'était vraiment un truc qui a mis un... C'est un truc qui traîne aussi. Voilà, y a pas de... c'est ça, qui a mis un coup de frein à ma carrière et qui a mis un coup de frein en voyage. Ouais, clairement. Un coup de frein en voyage parce que j'ai dû rentrer en France après. Ça a été le moment le plus difficile de ma vie, mais le plus beau en même temps parce que j'ai vécu des belles expériences avec mes kinés, encore une fois, que je remercie. Je suis rentré me faire soigner à l'INSEP où, encore une fois, c'est un institut où il y a vraiment tout, c'est top. Et c'est là que j'ai commencé à faire ma rééducation à l'INSEP et que j'ai pu faire certaines connaissances. Ouais, trop belle expérience, ça. Voilà, trop belle expérience. Mais dans ma tête, je me disais, il fallait que je reparte à l'étranger. J'avais faim de l'étranger, ça y est, j'avais mangé l'étranger, j'avais mangé les voyages, il fallait que je reparte. Mais où ça, en Angleterre ? En Angleterre. Ok. Parce que j'en avais pas fini avec l'Angleterre. Non, je voulais pas changer de pays. Je me suis dit, Bah ouais. Je vais revenir en Angleterre. Je reviens en Angleterre. Plus fort que jamais. Mais vraiment plus fort que jamais. Là où cette blessure m'a fait grandir aussi, j'ai appris à... J'en ai encore certaines cicatrices parce que, voilà, des fois, tu y penses. Donc, tu dis, tu vas revenir. Là, ça y est, c'est bon. Bolton, c'est passé. Tu n'as pas eu l'opportunité. Tu vas recommencer. C'est pas grave. Donc, je reviens au club de Lewis. Un club très historique. Lewis, très connu dans le monde du football. Où les filles, elles sont professionnelles, elles jouent en première ligue. Et Lewis, ce club historique, a eu des très belles histoires dans le football professionnel, mais aujourd'hui qui est en semi-pro. Je me retrouve dans ce club-là où
c'est le club où il y a le plus de fans dans ce championnat, en tout cas, et dans cette ville. Il y a vraiment des fanatiques du football. Vous tapez Lewis, tu regardes un petit peu sur Internet, ils ont vraiment des fans. Ils viennent au stade. Ça, c'est Brighton, c'est dans la banlieue de Brighton. Voilà, dans la banlieue de Brighton. Et je fais quelques, je fais quelques mois avec eux. Ça se passe très bien. Je finis homme du match sur quasiment 2-3 matchs. Et ce qui se passe, c'est qu'encore le rêve se brise encore une fois. Où je me blesse. Je me blesse à la cheville cette fois-ci. Donc là, l'arrêt, il est un peu plus court au stand. Où je fais, C'est un Maguire qui t'a fait. Voilà, c'est un genre de Maguire qui me rentre dedans et le pied se tord. Je dis putain, en plus il pleuvait. C'était, je sais plus, c'était South Park. On joue à South Park. On gagne 3-0. Darren Freeman, qui était l'entraîneur de Lewis, avait une entière confiance en moi. Et d'ailleurs, bon, j'ai aimé ce coach parce qu'il était dur avec moi, en fait. Ouais, il a été dur avec moi parce que c'est vrai que des fois, quand tu es étranger, tu as un peu de compassion de certains joueurs ou de certains entraîneurs où ils se disent, ah putain, il est étranger, bon, c'est pas grave et tout. Mais lui, il m'a pas fait de cadeau. Quand j'étais pas bon, il me le disait clairement dans les yeux, t'es nul. Il me le disait clairement et vraiment, à un moment donné, je me suis même remis en question de me dire, putain, qu'est-ce que je suis venu foutre en Angleterre? Je trouve ça marrant. Non, je sais pas si c'est pas le terme marrant, mais c'est intéressant comment aussi, on le dit souvent, mais on peut accepter beaucoup plus de critiques quand on est à l'étranger que si tu avais été en France avec un entraîneur français, tu n'aurais peut-être pas du tout vécu la même chose qu'un coach te parle comme ça ou te dit ça, alors qu'à l'étranger, des fois, on est dans une autre dynamique et on est moins touché et on veut aller de l'avant, non? Bien, non, mais c'est vrai que ça serait passé ici, ça serait peut-être parti en freestyle, je sais pas. Mais là-bas, parce Ouais, que j'étais, plus, en fait, ouais. oui, après, c'est vrai que j'étais dans un apprentissage où déjà, j'apprenais déjà, ne serait-ce que la langue, j'apprenais leur culture, leur manière de faire, leur manière de vivre. C'est à toi d'apprendre et c'est toi qui viens chez eux. Ouais, c'est ça. C'est toi qui viens chez eux. Donc, ok, prends, encaisse, mais tu n'oublies pas que tu as ce défi-là, en fait. Tu as un défi, tu te mets un challenge dans la tête, tu deviens un challenger. Donc, ce challenger, tu te dis, voilà, quoi qu'il se passe, quoi qu'on va me dire, je vais prendre, je vais encaisser, mais je vais revenir toujours plus fort sur le terrain. Et c'est ça que j'ai appris. Et c'est là où vraiment j'ai commencé à prendre de la maturité en me disant, mais moi, je sais qu'en France, tu m'aurais dit ça, j'aurais pété les plombs. J'aurais dit, vas-y, je me casse, ou vas-y, c'est bon, Ouais, je tu me change de parles pas comme club, ou ça. tu me parles pas comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais voilà, j'ai appris à encaisser. Et c'est vrai que, encore une fois, on va parler des voyages, mais c'est le fait d'avoir voyagé qui fait que tu apprends à encaisser parce que tu es là pour un but précis, tu es là pour t'adapter. C'est pas eux qui vont s'adapter à toi, c'est toi, tu t'adaptes à eux. Et je pense que ça a été une belle leçon de vie d'avoir des critiques d'un entraîneur anglais à mon sujet, mais c'est des critiques qui m'ont fait avancer, qui m'ont fait grandir. Et, euh, et je lui en remercie. Je le remercie parce que sans ça, je ne serais pas devenu le footballeur que je suis. Et on va, pour avancer, et là, parce que comme ça, on va changer de décor et peut-être on va moins rentrer dans le détail, parce que là, c'était super intéressant, rentrer dans ce monde semi-pro anglais que on sait qu'il existe, mais là, tu nous as bien expliqué, et voilà, on comprend un peu mieux ce monde-là. Mais on va voir qu'après, tu es allé dans un pays un peu plus exotique, on va dire, ou en tout cas moins connu dans ce monde du football, parce que tu as eu une expérience en Bulgarie. Ouais, Comment tu passes de l'Angleterre semi-pro à la Bulgarie? Explique-nous. franchement, même moi, j'ai du mal à comprendre comment ça s'est fait. En fait, ce qui se passe, c'est que bon, avant d'aller en Bulgarie, je vais en Lituanie. Parce que, attends, pardon, là, tu n'as pas réussi à avoir une opportunité dans le monde professionnel anglais. Ouais, Et en même temps, on t'a des propositions. Ce qui s'est passé, c'est que bon, mon dernier match avec Lewis, je me suis dit, écoute, j'avais une offre pour aller au Turk AFC.
C'est en 5e division. La 5e division là-bas est considérée comme professionnelle. Je me suis dit, bon, c'est intéressant. J'étais parti voir un petit peu, c'était intéressant. J'avais visité un peu, je m'étais entraîné avec eux. Ils m'avaient proposé de revenir. Donc, je me suis dit, bon, mon objectif de signer professionnel en Angleterre n'était pas terminé. Mais je me suis dit, il y a un autre club qui veut me voir. J'avais un peu de temps. Je me suis dit, bon, c'est en Lituanie. Je vais voir en Lituanie. Comment la Lituanie a entendu parler de toi? C'est qui? Bah, en C'est fait, les gens qui Bah, en fait, c'est moi. Durant la saison, j'envoie un peu des messages à des directeurs sportifs, des entraîneurs et tout. Parce que, bon, voilà, à partir du moment que tu as connu l'étranger, ça te fait plus peur d'aller, même en Chine, où tu veux. Donc, tu vas solliciter. Et surtout qu'en fait, moi, je les ai sollicités. Pourquoi? Parce que mon objectif, c'était d'être professionnel, de signer un contrat professionnel avec un club. Et après, voilà, essayer d'avancer dans le football. Et je voyais que c'était un peu difficile en Angleterre. J'y arrivais pas. Et à un moment donné, j'ai une réponse d'un président, d'un directeur sportif en Lituanie qui me dit de venir. Je me suis dit, bon, je vais aller visiter. Ça me coûte rien. Pour moi, c'était un peu comme des vacances. La saison, elle était finie. Elle était finie. Il n'y avait plus de match. Et Torquay m'a invité un peu plus tard. Et j'y suis allé d'ailleurs après. Mais je vais en Lituanie. Je vois. sans aucune attente. Ouais, sans aucune attente. Je me dis, franchement, j'allais passer des petites vacances. Je vais m'entraîner avec un club. Mais c'est pro. Pourquoi pas signer pro en D2? Ça peut être intéressant. Je vais visiter le club et tout. Et j'arrive. Je vois les infrastructures. Mais je pète ma tête. C'était incroyable. Non, mais vraiment, rien à envier au club anglais. La ville, elle était super belle. Mais vraiment super belle. Je crois que c'est l'une des villes les plus propres au monde. Vilnius, c'est très, très, très beau. Vraiment. Les gens, ils sont gentils. Parce qu'au début, j'avais cette crainte-là de me dire, t'es pays de l'Est. Je suis passé par l'Ukraine. J'arrive en Lituanie. Pays de l'Est. Ils doivent pas trop aimer les Noirs là-bas, tu vois. Tu sais, t'as cette crainte un peu. Et je vois que, j'arrive à l'aéroport. On me regarde pas bizarrement, ça va. Je me dis, peut-être ils ont déjà vu des Renois. Donc, bon, tranquille et tout. Je me dis, ils ont déjà vu des blagues. Donc, pas de problème. Je vais dans ce club-là où je vois des très belles infrastructures. Je suis très bien accueilli. Il y avait un Français déjà qui était là-bas, qui m'a un petit peu donné des conseils. Et je fais une semaine avec eux, ça se passe très bien. Et ils décident de me proposer un contrat. Et moi, j'étais super content. Ils décident de me proposer un contrat pro et tout. Je me dis, oui, mais bon, qu'est-ce que je fais? Je réfléchis. Je rentre en France. Je retourne en Angleterre. Je vais à Torquay FC. Je regarde un petit peu. Je me suis dit, mais attends, là, on me propose un contrat en Lituanie. En Angleterre, on me propose de revenir, mais il n'y a pas de contrat, concrètement. Je me suis dit, bon, il faut faire un choix. Une semaine après, il y a un agent bulgare qui m'appelle au nom de Evgeny. Très bon mec, où franchement, on a tissé des bons liens. Il m'appelle et il me dit, écoute, j'ai un club en D3 bulgare qui était en D2 l'année dernière. Ils ont toujours leur statut pro. Et ils ont ce projet-là de remonter tout de suite. Donc, le directeur sportif, il bâtit une équipe, entre guillemets, de très, très bons joueurs pour tout de suite remonter. Il met les finances. Moi, j'arrive en Bulgarie. On me propose de venir visiter le club sur une semaine. Ça se passe un peu comme la Lituanie. J'arrive, un peu de crainte. J'ai de la crainte. Je me dis, je suis noir. Ici, j'entends pas des... Voilà, j'en entends pas des belles informations sur ce pays-là quand tu es africain. Et j'arrive, je vois qu'il n'y a pas de problème. J'arrive à Sofia, je n'ai pas forcément de problème. Je demande des renseignements, on me donne des renseignements. Les gens ne me regardent pas bizarre. Je me sens à l'aise. C'est-à-dire, je me dis, mais attends, c'est comme si j'étais en France, en fait. Il n'y a pas ce problème racial, tu vois. J'arrive à Sofia, tout se passe bien et tout. Et Sofia, c'était à 6 heures de Sozopol. J'arrive à Sozopol. Waouh, très belle ville. J'ai vu des images. Station ceux qui ne connaissent balnéaire. pas, parce que personne ne connaît. Ouais, une station balnéaire au bord de la mer Franchement, Noire. c'est le Saint-Tropez de Bulgarie. C'est choquant, les photos. Et franchement, je le conseille à pas mal de gens parce que c'est très, très, très beau. Les plages, non? Ouais, les plages. Parce que tu as la mer Noire. Où, moi, je ne connaissais pas. Moi, je me suis dit, la Bulgarie, c'est froid.
c'est toujours en doudoune, en veste. Non, mais on a Tu aucune vois. idée en fait de Mais ce moi, truc-là. mais jamais je me serais imaginé qu'il y a un endroit comme ça, aussi beau. C'est, moi, franchement, je le compare un peu à l'Espagne où quand tu vas à Barcelone, un peu ce type de ville ou de pays, c'était le même truc. Moi, j'arrive à Sozopol, tu as les plages, t'as les touristes, tu vois des touristes anglais, russes, allemands. Tu te dis, mais c'est ça la Bulgarie. Ok. Donc, à première vue, j'aime bien. J'aime bien, il y a la plage. Je vais jouer à la plage. Bon, la plage, je l'avais déjà à Brighton, Ouais, en Angleterre. pas Mais la bon, même. c'est pas la même. C'est pas la même. Tu peux pas t'y baigner à Brighton. Donc, j'arrive et tout, à Sozopol. Je vois cette belle ville. Je me dis, ok, ouais. Tout de suite, t'es emballé. Et c'est très important pour un joueur de foot, quand il va à l'étranger, le lifestyle. Dans quel environnement il va être. Et ça joue énormément. Et ce premier feeling, non? Ce premier feeling où tu aimes la ville, tu vois le soleil, tu vois la plage, tu t'imagines tout de suite, tu te projettes. Et quand j'arrivais, et je vois le stade au loin. Quand vu que c'est sur la côte, tu es en pleine montagne, tu descends, tu vois le stade au loin. J'ai vu un stade franchement, j'ai jamais vu ça. Même dans les clubs en semi-pro où j'ai joué, j'ai vu un super beau stade. Mais vraiment, le stade de Sozopol, c'est l'un des plus beaux euh, de Bulgarie. Et il y avait un coucher de soleil super beau. Non, mais j'ai l'impression Ils ont que, tout fait pour que tu sois. ouais, j'ai l'impression que toutes les planètes, elles étaient alignées. Et vraiment, je me suis dit, attends, il y a trop de choses. Là, je commence à trop aimer le pays. Pourtant, j'avais une Ouais. appréhension 2 folle. jours avant, tu y allais avec Voilà, j'en ai des mauvaises images. Et comme je dis, si je ne serais pas allé en Lituanie, je ne serais pas allé en Bulgarie. Donc, ça m'a vraiment Parce que préparé. t'aurais fait encore plus peur. Là, Voilà, ça ouais. m'a fait. Ouais, parce que bon, pour moi, la Lituanie, ça passait plus que la Bulgarie. Ah ouais, ok. Pour moi, Bulgarie, ça me faisait peur. Ok. Tu vois, Ouais, j'entendais dans des l'échelle trucs. du truc. la Voilà, dans Bulgarie, l'échelle des trucs. Pour moi, Lituanie, ok. J'avais pas entendu de trucs bizarres là-bas. Mais Bulgarie, pour moi, c'était. Non, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Jamais de la vie. J'arrive dans le stade. Je discute avec l'entraîneur et l'assistant. Et là, je rentre dans le stade et tout. Il me fait visiter les locaux. Les locaux, comme je dis encore, rien à envier au club de première division en France. T'as vraiment tout. Hein. Vraiment moderne. T'as une salle de sport dans le stade. T'as un spa. Spa avec jacuzzi, sauna, des trucs fous. Mais vraiment, tu as une structure professionnelle. Et c'est pour ça que j'y suis venu, parce que le club descendait de D2, qui est une ligue professionnelle. Et j'ai eu de la chance parce que le coach ne parlait pas anglais, mais l'assistant parlait anglais. Donc, il m'explique un peu. Mais il me parle, mais moi, je ne l'écoute pas en fait. Je suis dans mon rêve de regarder le stade. Je me vois jouer ici. La Bulgarie. Ouais. Et c'est là où, quand l'expérience de vie et le football, ça doit être. Là, tout est aligné, quoi. Et c'est important. Voilà. Quand tout est aligné de cette manière-là, voilà, c'est impossible de refuser. Tu ne peux pas refuser. Donc, sur une semaine, la visite se passe bien. Il décide de me signer. Mon agent, il se déplace de Sofia. Il vient, on signe le contrat. Et voilà, je fais partie du club bulgare. Et à 15 ans, tu vois, si on t'avait dit. Voilà, à 15 ans, tu m'aurais dit Bulgarie. Je me dis, mais je connaissais même pas la Bulgarie, ouais. tu vois, carrément. Le Bulgarie, franchement, je l'ai connu très tard dans ma vie. Il y avait un pays qui s'appelait la Bulgarie. Tu entends parler, voilà, entre guillemets. Bien sûr, bien sûr. Mais sinon, j'aurais jamais imaginé. Parce que ma carrière, de base, je la voyais en Angleterre. Je me suis dit, je vais finir pro en Angleterre. Mais mon premier contrat professionnel a été en Bulgarie. Et là, c'est fou. C'est vraiment fou. Les gens, ils t'ont très bien accueilli en Bulgarie. Très bien accueilli. Et t'as eu toute ton expérience en Bulgarie, c'était. Franchement, j'ai été très bien accueilli en Bulgarie. Et, quand je suis arrivé, comme j'ai dit, voilà, l'entraîneur assistant me met à l'aise tout de suite. L'entraîneur aussi, tout de suite. L'entraîneur, il est fan de Pogba, joueur français. Bon, voilà, tout de suite, ça le fait avec lui, ça match tout de suite. Et les gens aussi dans la rue, pas de problème, aucun problème. Les joueurs, très belle intégration. Franchement, ça s'est très bien passé. Après, j'ai envie de te dire, tu sais, quand tu es bon sur le terrain,
T'es tout de suite intégré, tu vois. T'es tout de suite intégré. Encore une fois, dans la rue, dans les restaurants, on me regardait pas bizarrement. C'est quelque chose qui m'a marqué, ou l'accueil, vraiment l'accueil, chaleureuse. Et parfois, tu as des joueurs en France, des jeunes, ils ont peur d'aller dans ces pays-là parce qu'ils se disent qu'ils vont être victimes de racisme ou quoi que ce soit. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est des choses où tout dépend de ton expérience. Chacun vit son expérience différemment. Et il faut y aller, il faut voir, il faut expérimenter. En Bulgarie, ils savent accueillir. Ils savent accueillir même des Africains. Il y avait quand même une différence entre Sozopol et d'autres villages, d'autres villes bulgares quand même. Oui, après, bon. Après, c'est vrai que dans certains déplacements, dans certains villages où j'arrivais, on m'avait regardé un peu bizarrement, mais c'était l'air un peu... On n'a jamais vu de noir, en fait. Mais vraiment, ils voyaient ça à la télé, mais en vrai, ils n'avaient jamais vu. Ils ont ce regard un peu fermé. Ils sont très fermés. Ouais, très, très fermés, regard fermé. Ils sourient pas. Ouais, ce qu'on peut imaginer de l'Europe de l'Est, quoi. Voilà, exactement. Ils sourient pas, mais ils ont rien contre toi. C'est juste qu'ils ils sont pas joviales, quoi. Ils sont vraiment pas joviales. Ils sont pas souriants. Et donc, ouais, t'es resté 1 an et demi au total en Bulgarie, non? J'ai fait 1 an et demi. Après Sozopol, je vais dans un club voisin en deuxième division, en D2 Pro. Ah, parce que là, à Sozopol, vous n'arrivez pas à remonter. Ouais, voilà. À Sozopol, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas réussi à monter. On a fini deuxième. Tu as un club qui s'appelle Neftochimik qui finit premier. Mais je vais pas salir la réputation des clubs bulgares. Mais c'était bizarre. Je pense qu'il y a eu des matchs arrangés, je pense. Ouais, je pense qu'ils ont arrangé pas mal de matchs. Parce que gagner 17 matchs, sachant qu'il reste 17 journées, tu les gagnes tous. C'était un peu bizarre. Ouais, c'était un peu bizarre. Et ils avaient un peu cette réputation-là où, ouais, voilà. Tu vois, c'était pas un club... bon, après, je vais pas en dire plus. Toi, En tout cas, moi, de mon club, Sozopol, moi, j'ai joué mes matchs à fond. On m'a jamais dit, écoute, là, on a acheté ce match-là, ou bon, là, il faut que tu ranges le frein, faut pas que tu marques. Donc, tu as le premier Neftochimik qui monte. Et nous, on reste en Détroit. Moi, je décide de partir parce que je fais une grosse saison. Je marque 11 buts en 26 matchs, 5 passes décisives. Étant étranger, enfin, étant venu d'un autre championnat, tu fais ça ta première saison, c'est pas mal, c'est intéressant. Je décide de quitter le club. Je me retrouve sans club, mais j'ai des offres. Alors, j'ai une offre du club qui est monté. J'ai une offre du club qui est monté, Neftochimik. Et j'ai une autre offre d'un autre club qui s'appelle Pomoré. Ah, qui est à côté. Qui est à côté. Et ces clubs-là sont à côté, en fait. Ces 3 clubs sont à côté. Ils sont à Burgas. La troisième aussi. Ouais, Burgas, Pomoré, Sozopol. C'est tout un peu pareil. Voilà, là, c'est sur la côte. C'est sur la côte. Et moi, je me suis dit, oh, putain, rester sur la côte, c'est top. Ouais. Et ce qui se passe, c'est que bon. T'étais devenu un Bulgare du Sud, toi. Ouais, ah ouais, j'étais le Bulgare, le Français bulgare du Sud. Et... non, mais c'est vrai, je pense que j'étais le seul noir de tout le championnat. De tout le championnat. De Détroit, ouais. J'en ai pas vu un. Et tu t'es fait des amis? Oui, bien sûr. Ouais. Oui, bien sûr. J'ai gardé contact avec pas mal de Bulgares. Ils parlaient un peu anglais? Ils parlent anglais, oui, bien sûr. En fait, t'as pas mal de... En fait, les jeunes en Bulgarie, ils parlent anglais. Les anciens, ils ont un peu plus de mal. Mais les jeunes, ouais, ils ont l'habitude d'aller à l'université, ils apprennent l'anglais. Ils sont très ouverts aussi d'esprit. Et c'est là où tu vois que les pays de l'Est aussi sont assez développés. Parce qu'on a cette image-là de dire, ouais, mais là-bas, il n'y a rien, ils ne savent pas forcément parler anglais. Mais non, pas du tout. Les mecs, ils vont à l'école, ils vont à l'université. Tu as des très belles universités en Bulgarie. Voilà, c'est juste que là, financièrement, le SMIC là-bas, il est complètement différent de la France. Donc, ils ont un peu plus de difficultés à vivre. Mais sinon, voilà. Je signe à Pomoré. Pomoré, j'ai vraiment été content de signer là-bas parce que ils ont été aussi accueillants aussi. Le président, il a été top. La ville, c'était comme Sozopol. Une très belle ville, très accueillant. Ils m'ont mis dans J'ai vu une presqu'île.
Une presqu'île où tu as l'eau un peu tout autour de cette ville. Ah, c'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Tu as ça. Et tu as aussi un genre de. En fait, c'est une mer, enfin une plage, on va dire, entre guillemets. Et dans cette plage, tu as un petit peu comme de la boue à l'intérieur, où en fait, cette boue, elle est très particulière, où tu peux t'en mettre sur tout le corps. Ouais. Et ça a des effets, ça a des effets où tu peux guérir de certaines blessures. Les gens, ils vont dans cette ville pour ça, beaucoup. Ouais, particulièrement pour ça. Et pourquoi tu n'es pas là-bas ? Pourquoi je ne suis pas là-bas ? Bah écoute, parce que... Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, avec mon dernier club, ils ont eu un petit problème de stade. Et sportivement, il y a des choses qui n'ont pas été respectées dans mon contrat. Mais c'est pendant le Covid aussi, non ? Oui, il y a eu le Covid. Il y a tout ça. Voilà, il y a eu le Covid. Et pendant qu'il y a eu le Covid, à côté de ça aussi, ils arrêtent le championnat de D2. Et il ne reprend pas. Ils arrêtent complètement le championnat de D2. Le premier, il monte. Nous, on était en bas de tableau, on descend. Du coup, voilà. Et moi, derrière, je n'ai pas forcément voulu continuer avec un club de D2. Je me suis dit, la suite de l'histoire, c'est la D1. Ouais, ou rien. Ouais, c'est la D1 ou rien du tout. Je ne reste pas en Bulgarie. Donc, c'était un peu difficile de retrouver un projet en D1. Et ça, c'était l'année dernière, ça ? C'était l'année dernière. Le Covid fait que les clubs ne veulent pas forcément recruter. Je rentre en France et c'est là où les voyages s'arrêtent un petit peu. Et donc aujourd'hui, pour finir, là, la suite, parce que tu es jeune, tu as 29 ans. Bien sûr. Comment tu vois un peu ces prochains mois ? Bah, franchement, pour le moment, je reste confiant en espérant que j'aurai une petite opportunité qui me viendra à moi. J'avais eu, entre parenthèses, l'opportunité d'aller à Saint-Marin, où je suis allé à Saint-Marin. On m'avait proposé de jouer avec une équipe qui s'appelle la Fiorita. Ils devaient jouer l'Europa Conference League, les tours qualificatifs préliminaires. J'y suis allé. J'ai bien aimé au début, mais certaines choses ont fait que je n'ai pas forcément eu cette envie de rester. Et comment je vois la suite ? Pour moi, c'est de retrouver un challenge. Rejouer au football et performer avant tout. Et ta valise, elle est prête ? Ah, ma valise, elle est prête. Ma valise, elle est prête pour aller en Chine, pour aller en Afrique. Pour finir, tu dirais quoi à un jeune joueur qui hésite avant de partir à l'étranger ? La raison pour laquelle j'encouragerais un jeune à aller à l'étranger, c'est avant tout, c'est une expérience humaine. Une expérience humaine où un jeune va se développer. Tu vas te développer, tu vas en apprendre. Tu vas apprendre une nouvelle culture. Okay, tu vas apprendre une nouvelle langue aussi, ce qui est important. Ton état d'esprit changera et certainement, tu y vas pour le football. Mais à côté de ça, tu y vas aussi pour ton côté, pour ta personne qui fait que, admettons, si le football ne marche pas, tu peux revenir dans ton pays et tu as appris énormément de choses, ne serait-ce que la langue, culturellement, et ça fera de toi aussi un homme. Et c'est ça que je donnerais comme conseil à un jeune, d'aller à l'aventure. Faut être courageux avant tout, parce que c'est beaucoup de courage, beaucoup de sacrifices. Et seul parfois, c'est vrai que c'est dur, mais au final, quand tu sais que tu l'as fait, au fond de toi, tu as une fierté. Tu es fier d'avoir fait au moins quelque chose dans ta vie. Merci beaucoup, Wilfried. Non, il n'y a pas de problème. À très bientôt et bonne suite. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci, au revoir. Quel voyage, Wilfried. Avec ta personnalité et ta passion pour le foot, je ne suis pas étonné que ton parcours soit hors du commun. Je suis convaincu que tu as un vrai rôle à jouer pour aider les jeunes footballeurs et footballeuses qui peuvent parfois se sentir bloqués dans les quartiers et ne se rendent pas forcément compte que le terrain de jeu est immense. Mais avant ça, je te souhaite de retrouver un beau projet et de continuer à vivre tes rêves. Voilà, vous venez d'écouter le 27e épisode de En dehors de ma surface. J'adorerais avoir vos retours sur l'épisode et le podcast en général. N'hésitez pas à m'envoyer un mail avec vos coordonnées pour qu'on puisse échanger. Mon adresse est hugosanudo@hotmail.com. À bientôt! Baila, baila esta